Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 8h41, Esprit Libre sur Radio Classique. Avec nous ce matin, l'écrivain, éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors avant d'évoquer les combats qui font rage depuis 6 jours au Moyen-Orient, un peu de politique franco-française. Emmanuel Macron ne tient-il pas une occasion de faire entendre sa voix avec ce conflit ? Oui, il aurait pu peut-être, mais... je dirais que ça a plutôt mal commencé, dans la mesure où il a une position très équilibrée, et puis en même temps il reste toujours un peu dans le chèvre-choutisme, vous voyez, pour parler le belge, c'est une expression belge, le chèvre-choutisme, j'adore cette expression. Ouais. Et c'est quoi ? C'est le yin et le yang, comme on dit en Asie, ou alors c'est le en même temps, comme on dit chez les macronistes. Donc d'ailleurs, regardez son grand discours sur la dissuasion nucléaire. Excellent discours d'ailleurs, mais il fait tout pour assurer les souverainistes, et puis en même temps, il parle d'une évolution progressive. Vous savez, ça c'est le mot valise dans la nomenclature bruxelloise, qui veut dire on va peu à peu vers l'intégration. C'est-à-dire que c'est toujours un peu comme ça. Et là, vous l'avez vu sur ce qui s'est passé en Iran, il a mis en garde entre guillemets contre les postures militaires dangereuses. Ça, c'est évidemment un tacle à Trump. Suivez mon regard. Et puis, il a alerté aussi sur les graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. Franchement, c'est vrai que ça mange pas de pain, mais en même temps, c'est jamais très clair. Et peut-être qu'il est en train de rater le train de l'histoire, comme avait dit, je sais pas si vous aviez lu l'interview de Reza Pahlavi la semaine dernière, mais il disait Macron risquait de rater le train de l'histoire, c'est-à-dire que, je pense que dans cette affaire, il faudrait parler un peu plus aussi du peuple iranien. Je pense que d'ailleurs nos dirigeants ne le font pas assez. Il y a un peuple qui a été martyrisé, outragé, brisé, et qui attend aujourd'hui d'être libéré. 90 millions d'habitants, l'Iran, il ne faut pas oublier, c'est 90 millions. Considérable, effectivement. Il faut penser à eux. Protecteur consensuel, écrit le Figaro ce matin. La France aspirée par la guerre en Iran. Emmanuel Macron embarqué malgré lui, quoi. On le ressent bien, c'est ça, France. On a toujours l'impression, c'est ça, qu'il est un peu dépassé, quoi. Oui. Et d'ailleurs, vous voyez, il a commencé pas mal, et puis tout de suite, par exemple, il se met derrière Pedro Sanchez, qui a été menacé comme d'habitude par Trump, qu'en fait toujours trop. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. C'est ça, le Premier ministre espagnol, le président du gouvernement espagnol, je crois que c'est le titre exact, qui est socialiste, et qui a pris la décision d'interdire aux États-Unis d'utiliser leur base en Andalousie pour le ravitaillement dans le cadre de cette opération. Et Pedro Sanchez, évidemment, il a tout de suite été menacé d'interruption de relations commerciales par Donald Trump. Et pense que immédiatement, pratiquement sur le champ, Emmanuel Macron s'est déclaré, dit sa solidarité avec Pedro Sanchez. Le seul problème, si vous voulez, c'est pas tellement que Pedro Sanchez ait refusé l'accès par les avions américains des bases militaires en ce moment pour les ravitaillements. Le vrai sujet, c'est que Pedro Sanchez, c'est le mouton noir de l'Europe aujourd'hui, c'est clair. Parce que Pedro Sanchez, faut dire les choses clairement, il a une ligne antisémite, soi-disant antisioniste, mais très antisémite, et d'ailleurs, il a toujours été très proche de la République islamique d'Iran, même s'il l'a critiqué comme ça pour la forme. C'est le Mélenchon, c'est le Mélenchon européen, et dans un pays où il y a toujours beaucoup d'antisémitisme, même si l'Espagne a chassé tous les juifs, pratiquement, il en reste quelques milliers aujourd'hui, en 1492, à la fin de la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête du pays contre les musulmans, vous vous souvenez, qui l'avaient envahi. Donc, ils sont plus très nombreux, mais ça n'empêche pas Pedro Sanchez d'attaquer systématiquement Israël, les Juifs, etc. Je le répète, c'est vraiment le Mélenchon de l'Europe. Donc, on n'a pas besoin d'afficher tout de suite sa solidarité dans l'instant.
Et ça remonte donc à plusieurs mois, c'est pas tout à fait récent, ça ne date pas de ce week-end, ce positionnement de Pedro Sanchez finalement. Ah bah oui, regardez régulièrement depuis, ça fait des années. Ça fait des années, ça c'est, bon, il a compris, d'ailleurs ça marche bien avec la jeunesse, voilà, c'est quelqu'un de toute façon, il est cerné par les scandales, par les affaires, etc. On donne pas cher de sa peau pour les prochaines élections, vraisemblablement en 2027 on sera débarrassé, mais en attendant, bon, c'est vrai qu'il fait, je dirais, il gouverne avec l'extrême gauche, il a des positions d'extrême gauche, et je le répète, je crois que c'est vraiment, on peut dire que c'est le Mélenchon aujourd'hui de l'Union européenne. Troisième partition dans ce conflit en Iran, on a parlé d'Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Donald Trump. À présent, France, Donald Trump a-t-il lancé cette guerre pour des raisons de politique intérieure ? La question est posée. Oui, vous avez raison, c'est une question qu'on peut poser. Et alors, d'ailleurs, dans le passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la guerre du Kosovo, au siècle dernier, Bill Clinton l'avait lancé alors qu'il était empêtré dans le scandale sexuel, vous vous souvenez, Monica Lewinsky. Voilà. Et bon, ça avait permis un temps de faire oublier les turpitudes présidentielles au peuple américain. Et je dirais que aujourd'hui, j'ai du mal à croire à cette hypothèse dans la mesure où je pense que Trump, qui en fait toujours trop, too much, etc. Mais enfin, il n'est pas idiot. Il sait très bien que les Américains décident toujours de leur bulletin de vote en fonction de la situation économique. Je parle, premier point, la croissance économique. Deuxième point, le pouvoir d'achat. Et puis, accessoirement, aussi l'inflation. C'est quelque chose qui compte énormément. Comme la croissance américaine a été très décevante au 4e trimestre, plus 1,4%, après un excellent 3e trimestre, Donald Trump a toutes les raisons de s'inquiéter quand même des résultats des élections de mi-mandat, vous savez, les midterms élections, en novembre prochain, renouvellement, comme vous le savez, des 435 sièges de la Chambre des représentants et du tiers des 100 sièges du Sénat. Et aux États-Unis, quand le président perd ses élections de mi-mandat et qu'il ne dispose plus de majorité dans les deux chambres, il devient ce qu'on appelle un lame dog, c'est-à-dire un canard boiteux, parfois réduit au rôle de potiche. Il peut même faire une dépression, ce qui était arrivé, vous vous souvenez sans doute, à George W. Bush. Et il n'est pas interdit de penser que Trump a accéléré l'opération Lyon-Registan, justement parce qu'il savait qu'il n'avait que 8 mois pour la faire, avant les élections de mi-mandat, parce que après, il n'est pas sûr qu'il ait les mains libres. Vous savez, il y a déjà eu d'ailleurs des sénateurs qui ont demandé de pouvoir contrôler la guerre en Iran. Bon, il a gagné, il a toujours les mains libres, mais bon, s'il n'avait pas la majorité au Congrès, c'est sûr qu'il n'aurait pas du tout les mains libres. Fureur épique, cette opération qui n'est pas Fureur franchement... épique ou Lyon-Registan, Fureur épique, c'est les Israéliens, et Lyon-Registan, ce sont les Américains. Et voilà, ils ont chacun leur nom. Voilà, c'est ça, chacun son nom. 43% des Américains contre la guerre, 27% pour, dernier sondage Reuters Ipsos. Pas franchement de soutien, y compris chez les MAGA, dans la sphère MAGA, comme on dit. Oui, c'est un petit peu différent d'ailleurs de la position française, puisque vous avez vu que 86% des Français sont pour la chute du régime iranien. Ça c'est ce qui est en train d'arriver. Et aux États-Unis, on voit bien qu'il y a d'abord une tradition isolationniste chez les MAGA, comme vous dites, c'est-à-dire les partisans de Trump, et une position qui est finalement très forte. Et quand vous ajoutez à ça les démocrates, effectivement, ça fait pas une grande majorité pour la guerre. Mais de toute façon, le problème de cette guerre, c'est qu'il faut qu'elle soit courte. Parce que si elle est longue, elle posera des problèmes. C'est pas parce que les Américains, aujourd'hui, sont contre cette guerre que, disons, ça pose des problèmes importants à Trump, parce que si se termine rapidement, à ce moment-là, ça aurait été peut-être une bonne opération pour lui, mais ça jouera pas pour les élections de mi-mandat à la fin, puisque les élections, c'est dans quelques mois. Mois de novembre, et c'est ça. Les Américains, une fois de plus, je le répète, ils votent toujours en fonction de leur portefeuille. On termine par cette dernière question. France, si on prend du recul, cette guerre était-elle vraiment nécessaire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, l'expérience nous a appris qu'en Occident, nous avons fait beaucoup de guerres inutiles. Et
Par exemple, nous n'avons pas fait non plus des guerres qui auraient pu être utiles. Je pense notamment à la guerre préventive contre Hitler, avant ou pendant ou après, juste après les accords de Munich en 1938. Cette guerre contre l'Iran, aujourd'hui, elle a finalement révélé à quel point elle était nécessaire. Parce que ce régime de Téhéran est si fanatisé, si irrationnel, qu'il s'en est pris avec une sorte de stratégie desperado à ses alliés traditionnels. Comme le Qatar. Mais ça, c'est absolument fascinant, parce que le Qatar, par définition, c'était l'ami de Téhéran, c'est le grand médiateur, enfin, c'est ce qu'il a essayé de jouer. Il est proche des frères musulmans, d'ailleurs, hein. Il est pas très sympathique, mais bon, il joue toutes les cartes, et, avec des gens, d'ailleurs, très intelligents. Il joue aussi la carte Trump, enfin, il joue tout. Et on peut dire qu'il était quand même très proche des Téhéran. D'ailleurs, la preuve, le Hamas avait son rond de serviette au Qatar depuis des années. Et ce qui est très étrange, c'est que le Qatar s'est pas seulement attaqué à la base américaine d'Al-Udeid, mais aussi aux infrastructures gazières du Qatar qui produit, il faut pas l'oublier d'ailleurs, 20% du gaz naturel liquéfié consommé par la planète. Donc il a révélé une fois de plus sa vraie nature d'État voyou, dirigé par des mollahs criminels, corrompus, d'ailleurs comme Mojtaba, vous savez, le fils de Ramenai. Oui, qui est pressenti pour lui succéder. Et qui est lui un pourri, il faut dire les choses carrément. D'ailleurs, il suffit d'aller voir toutes ses propriétés en Grande-Bretagne. Et ça, c'est l'argent de papa qui était lui-même également milliardaire. D'ailleurs, je vous renvoie à la chronique de Christian Macarian, L'Écho du Monde, à 7h40. Effectivement, un profil assez haut en couleur, effectivement. Mais c'était pas un discours contre les riches que j'étais en train de faire, parce que c'était des biens mal acquis. Parce que c'est un régime, faut le dire et le répéter, non seulement criminel et assassin, mais c'est un régime corrompu. Frantz, on se quitte avec de la musique et des Iraniens qui résistent, comme la chanteuse Parastou Ahmadi. Merveilleuse femme. 29 ans aujourd'hui, qui avait donné ce concert sur YouTube il y a quelques années, sans hijab. 3 millions de vues et des poursuites judiciaires du régime des mollahs. Alors elle serait libre désormais à l'heure actuelle, aux dernières nouvelles. Extrait quand même de ce concert qui défiait le pouvoir. Je rappelle son nom, Parastou Ahmadi. Merci beaucoup Frantz. Merci Marc.